Bon voilà, hein, on a eu deux papiers hyper intéressants qui viennent de sortir. Le premier, c'est une étude faite par Meter, c'est une société qui fait des benchmarks, qui a regardé à quel point les développeurs expérimentés amélioraient leur productivité grâce aux IA. Et le résultat très surprenant, c'est que en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est que ça les a ralentis. Donc on va regarder ça en détail. Il y a des choses dans le papier lui-même qui sont encore plus révélatrices. Et bon, c'est une étude importante parce que on se pose tous la question de quel va être l'impact réel des IA sur le monde du travail. Le monde développeur, le monde des développeurs, pardon, est en première ligne sur cette question. Et un autre papier aussi est sorti, dont on va discuter rapidement, c'est celui-ci. C'est ce qui s'appelle, enfin ils ont nommé ça le pourrissage du contexte, context rotting. Ils ont étudié à quel point les performances des IA se dégradent quand le contexte s'agrandit. Alors en réalité, quand on lit le papier, c'est beaucoup plus détaillé que ça. Et ce qui est assez fascinant, c'est de faire les parallèles aussi avec la psychologie humaine. Ça, je trouve que c'est un champ d'études pour lequel j'accumule des petits bouts à droite à gauche, de comparer la psychologie des IA avec celle des humains, qui est assez fascinant. Donc, on va parler de ces deux papiers-là principalement, parce que ça va nous permettre de mieux mesurer l'impact que les IA auront sur le monde du travail. Donc, premier papier, qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est Meter ici, je suis sur leur site. Ils annoncent, et on va regarder les chiffres directement. Bon, on va prendre le papier, voilà. Hop, on va prendre leur papier directement parce que là il y a les chiffres détaillés. Parce que c'est assez marrant, il y a une inversion. Donc ils ont pris 16 développeurs qui ont 5 ans minimum d'expérience de programmation, qui travaillent sur des projets open source de plus de 1 million de lignes de code. Donc on est dans le dur du développement industriel. Donc ça c'est vraiment super. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que donc les 16 développeurs pensaient en moyenne que l'IA allait améliorer leur performance de 24%. Une fois qu'ils ont utilisé les IA, ils ont dit ouais, on pense que ça a amélioré nos performances de 20% finalement. Et le résultat, c'est que en fait, ça a dégradé leur performance de 20%. Donc en fait, il y a une inversion. Et là, c'est vraiment très étonnant parce que tout le monde répète, et je fais partie de cela, hein, je plaide coupable, que les IA améliorent beaucoup les performances des développeurs. Et on voit passer des news comme quoi Microsoft aujourd'hui serait à 50% de son code créé par des IA ou Google, je sais plus. Oui, j'ai Renaud qui dit que la qualité serait meilleure en plus du code développé. Donc voilà ce qui se dit, et là c'est très étonnant de lire ça. Donc ensuite, si on se limite au titre, et comme c'est souvent le cas, hein, sur Twitter, bon, il y a beaucoup, les titres sont reliés, sans nuance. Bon, on se dit, en fait, il y a un truc qui va pas, c'est-à-dire soit les gens nous mentent, ou soit ils se trompent, ou bon, bref, ça colle pas, quoi. Et on va se dire qu'en fait, tout ça, c'est un feu de paille. Mais quand on regarde, et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit, voilà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce tweet-là où le gars, il a lu le papier et il dit, ouais, mais en fait, non, il faut regarder au-delà du titre, il faut aller lire le papier. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a des choses qui ressortent. Déjà, ils avaient tous de l'expérience pour utiliser les IA dans le domaine du codage, ChatGPT, mais la moitié n'avait pas d'expérience avec Cursor. Bon, déjà ça peut changer les résultats. Mais on va regarder les graphiques maintenant de l'étude en détail. Là, il y a vraiment des trucs. Donc ça, c'est les graphiques qui répétaient partout. Voilà. Ça, c'était les prédictions. On pensait que ça allait nous améliorer. Ça, c'est ce qui s'est passé en vrai. Dégradation des performances de 20%. Si on s'arrête là et qu'on dit, comme beaucoup vont le répéter, bon, ben voilà, les développeurs, l'IA dégrade les performances du développement. Maintenant, on a, alors où c'était, il faut que je descende plus loin. Voilà, bon, ça redit plus ou moins la même chose. Voilà, ce graphe-là est pas mal. Déjà, il montre qu'il y a une dégradation des performances pour les tâches qui prennent entre 1 et 8 heures. Il n'y a pas la même dégradation des performances pour les tâches qui prennent moins d'1 heure. Et après, au-delà de 8 heures, en fait, on sait pas. Donc, ça a l'air de se rejoindre. Donc déjà, première
première nuance. Deuxième nuance, voilà, c'est ça. Ça, c'est le graphique vraiment le plus intéressant. On voit que dans les tâches de codage, les IA améliorent les performances. Donc les barres violettes, c'est quand on utilise l'IA. Les barres bleues, c'est quand on n'utilise pas les IA. Mais par contre, il y a du temps en plus qui est passé à relire le résultat produit par les IA. Il y a du temps en plus qui est passé à prompter les IA. Et il y a du temps en plus qui est passé à attendre les IA. Alors par exemple, ce temps-là, d'attendre les IA, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois, hein, quand je pose une requête pour du codage, j'essaie de faire autre chose en attendant, mais c'est vrai que c'est un peu long. Des fois, ça prend 4-5 minutes pendant lesquelles on fait rien. Et par contre, avec les IA, les nouvelles IA qui utilisent la diffusion, il y a plus aucun temps d'attente. Donc déjà, ce temps-là, on pourrait l'éliminer. Ensuite, le prompting, ouais, ça c'est vrai que c'est important. Le temps de prompt, il est pas négligeable. Et le temps de relecture n'est pas négligeable non plus. Après, ici, alors, est-ce que, normalement, ah oui, je peux pas le lancer. Bon, bref. Donc ici, on voit que le temps de test et de debug est plus long. Donc on perd de ce côté-là. Le temps de lecture et de recherche est plus long aussi avec les IA. Donc on perd de ce côté-là. Au niveau Git, on perd pas. Et au niveau du temps où on fait rien, en fait, il est plus long avec les IA. Donc c'est vrai que ça explique déjà pourquoi on peut avoir l'illusion de produire plus, mais qu'au final on ne produise pas plus à cause de toutes ces tâches annexes. Donc je vous avais dit, et je répète, hein, les IA ne vont pas remplacer de métiers, elles vont remplacer des tâches. Ça c'est vraiment très important à comprendre. Par contre, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Par exemple ici le temps passé à tester et à débugger, et ben ça, avec un peu de méthodologie, on peut beaucoup le réduire. Moi je pense que c'est le cas dans la plupart des projets open source. Je pense qu'ils doivent avoir quand même des campagnes de tests automatisées, à minima des tests unitaires. Le mieux c'est des tests sémantiques. Là on a vraiment quelque chose de fiable. Des outils de non-régression, c'est un peu la base. Donc moi ça c'était un peu, c'était mon métier quand j'étais directeur technique. Hein. Et en fait quelque part, directeur technique c'est celui qui est en charge de l'évolution du programme, de la base de code. Et je me suis dit ça récemment, je me suis dit ouais en fait l'évolution m'a toujours intéressé peu importe ce que je faisais. Donc c'était de l'évolutionnisme pratique, directeur technique. Bref, donc avec de la méthode, je pense qu'on peut réduire cette partie-là. Alors Bluefire me dit oui, mais un métier c'est une série de tâches agentiques, donc c'est techniquement faisable de remplacer les métiers. C'est pour ça que je mets la nuance. Non, ce sont des tâches. Est-ce qu'on peut remplacer toutes les tâches d'un métier? Eh bien, je ne crois pas. Et justement, on va en parler après avec le deuxième papier. J'en ai déjà parlé longuement des limites des IA, donc je ne peux pas tout redire maintenant, mais elles ont beaucoup de limites. Et quelque part, le papier sur les contextes, je trouve que c'est le papier qui explique le mieux ces limites. Donc c'est très bien, ça vous fera un petit topo au passage sur cette question-là. Donc là, ici, à mon avis, bon déjà il n'y avait pas beaucoup de différence, mais sur le test, mais je pense qu'on peut égaliser les deux pour moi. Et après, avec un peu de méthode et en sachant tout ça, je pense qu'on peut gagner et faire que que les performances se dégradent pas. Mais c'est sûr que bon, si à la fin les performances sont les mêmes, bon pourquoi se payer une IA? Alors comment on va expliquer ça? Oui, même en donnant l'accès aux IA à notre souris plus clavier. Oui, pour l'instant c'est beaucoup moins fiable quand on fait ça que quand on donne des instructions aux IA. Donc comment on explique ce résultat? Eh bien parce que ce sont des développeurs très expérimentés sur des bases de données de code complexes. Voilà. Et ça c'est important ce que je vous dis parce que ça signifie que les performances, en tout cas avec les IA actuelles, s'égalisent entre un humain expérimenté dans un milieu complexe. Par contre, sur une base de code plus petite, donc pour des projets nouveaux ou bien pour des débutants en programmation, je pense que là, on n'a pas du tout les mêmes résultats. On a une explosion des performances quand on utilise les IA. Et donc, il y a le cas où le projet est nouveau, premier cas. Le cas où le développeur est nouveau et le cas où le développeur est expérimenté, mais il est nouveau sur un projet. Dans ces trois cas-là, les IA vont faire gagner beaucoup de temps. Mais ça va plafonner, en tout cas avec les IA actuelles, au niveau d'un expert. Donc on va atteindre beaucoup plus vite le niveau expert. Donc au final, ça explique pourquoi on a quand même une augmentation de la productivité qu'on constate et une augmentation de l'usage des IA qu'on constate chez les grandes boîtes. Mais par contre, ça plafonne, et je répète,
pour l'instant. On verra. Ça pourrait changer à l'avenir si les IA continuent de progresser. Mais voilà, pour le moment, on en est là. Donc ça veut dire que l'impact sur le marché du travail risque d'être le même un peu dans les autres domaines. Et on va voir après que cette histoire de pourrissage du contexte, ça va très probablement provoquer les mêmes effets dans les autres domaines. Donc, notamment dans le domaine juridique, dans lequel on pourrait dire les IA sont vont pouvoir dépasser les humains, vont pouvoir être surhumaines. Et dans le domaine médical, c'est probablement un peu en tout cas, je sais pas si ça sera à ce niveau-là, mais il y aura le même phénomène. Donc voilà pour ce papier qui est hyper intéressant. Alors, on me demande, et tu penses quoi de MetaGPT du coup, car ils essaient de faire passer chaque agent IA pour un expert dans ce domaine pour réaliser les projets qu'on souhaite. Aujourd'hui, pour une tâche, oui. Pour un projet, non. Il y a trop de tâches. Et en plus, les agents sont pas assez fiables par rapport à ce qu'on a actuellement. On a plein de benchmarks dessus sur la fiabilité des agents. Elle diminue de manière exponentielle au-delà d'un certain seuil très rapidement. Et justement, maintenant, l'histoire du pourrissage du contexte permet de comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas prêt de changer. Alors, on va examiner ce papier qui est vraiment hyper intéressant. Donc là, c'est je sais pas qui c'est ceux-là, Chroma. Bon, je connais pas cette boîte, c'est pas très grave. Donc là, ça c'est le graphique mis en avant où on va avoir. Alors, est-ce que cette fois-ci, ouais, c'est bon. Donc on va avoir Claude Sonnet 4 dont le contexte ne pourrit pas aussi vite que les autres, mais par contre, de manière assez surprenante, GPT 4.1, son contexte pourrit très vite. Alors on va voir ce que ça signifie juste après le pourrissage du contexte. Et après, on a Gemini 2.5 Flash pareil, ça diminue très vite, et Qwen 32B qui est une très bonne IA, mais je m'attendais pas à ce que il résiste aussi bien qu'il est ici. Donc l'idée, c'est pas trop compliqué au départ, on va partir de un test de haystack. Donc c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Et on a un texte avec une information dedans, on la file à l'IA, on lui pose une question pour savoir s'il arrive à la retrouver. Voilà, c'est le fondement du test. Évidemment, après, tout l'intérêt, c'est de complexifier ce test-là et de voir à quel point les performances de la réponse se dégradent. Et pour ça, il faut faire des tests qui sont automatisables. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude. Et ici, alors voilà, premier résultat. Alors première chose hyper intéressante pour moi du point de vue psychologique et du point de vue de la méditation, c'est ils ont introduit la notion de distracteur. Et un distracteur, en fait, c'est quelque chose finalement qui mime une information importante. L'idée, c'est que dans le contexte là, en fait, l'IA va facilement éliminer toutes les informations non pertinentes. Donc les IA, elles ont un système d'attention dans le Transformers, dans le GPT-T, ça veut dire Transformers, et dans Transformers, il y a un système d'attention qui reproduit plus ou moins le nôtre. Jusqu'à quel point, je sais pas, mais en tout cas, c'est inspiré. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que finalement, on peut distraire des IA comme on peut distraire des humains en mettant des informations qui imitent, en mettant des fausses informations qui imitent des vraies informations. Donc là, on demande à l'IA, donne-moi le meilleur avis de mon collègue de classe, de mon camarade de classe. Et là, ils ont mis le meilleur avis que j'ai de mon collègue, de mon camarade de classe, et ceci, cela. Et là, ils mettent le meilleur avis que j'ai reçu de mon professeur, et ceci, cela. Et ça, le fait d'avoir deux fois un meilleur avis, ça brouille les cartes pour l'IA, mais en fait, pour nous, c'est aussi ça, un distracteur. C'est la même chose, en fait, pour nous. Donc, pourquoi c'est hyper intéressant pour moi, du point de vue psychologique? Parce que dans la méditation, l'objectif, c'est précisément de ne pas se faire attraper par les distracteurs. Donc, dans la formation que je donne, la formation en ligne que j'ai créée, que je suis en train de mettre à jour en ce moment sur la méditation, et précisément, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de se blinder contre les distracteurs. Donc là, le fait que les distracteurs soient, quelque chose qui est proche c'est un pseudo-pattern, en fait. Moi, je vais pas rentrer trop dans la technique, sinon je vais perdre les gens, mais bon, quelque chose qui ressemble
à une vraie information, ben voilà, je vais réfléchir aux applications que ça peut avoir pour la méditation, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, dans le cadre plus vaste de la guerre cognitive ou de l'économie de l'attention et toutes ces choses-là, c'est le fait d'avoir une définition précise de ce que c'est un distracteur, c'est hyper utile. Donc évidemment, le résultat, ben, c'est que les performances se dégradent dès qu'il y a un distracteur. Je sais plus où est le résultat, mais enfin bon voilà, ils le disent ici. Il me semblait qu'il y avait un graphe, mais là je le retrouve pas. Ensuite, alors ici, bon oui, bon voilà, c'est ici l'impact des distracteurs. On voit que ça, à partir d'une certaine taille de contexte, en fait, quand le contexte devient long, en fait, les IA sont plus capables, sont de plus en plus facilement distraites. Voilà, je vais le formuler comme ça pour que ce soit clair. Attention, isole you need, oui. Voilà, et après, ils ont aussi testé si on met plusieurs distracteurs. Donc voilà, plus il y a de distracteurs, et plus les performances se dégradent tôt et profondément. Donc ça, c'est le deuxième résultat qu'on obtient. Donc super intéressant. Ça veut dire que vous imaginez la complexité de la tâche si vous voulez avoir un contexte propre pour que votre IA vous réponde correctement. Donc s'il faut en permanence réfléchir à tout ce qu'on a dit avant avec l'IA et réfléchir est-ce que la question que je vais lui poser, est-ce qu'elle pourrait être distraite par le petit morceau qu'on a dit avant. Bon, et ben en fait, ça veut dire que c'est une nouvelle compétence, non pas l'art du prompting, mais aujourd'hui on appelle ça l'engineering de contexte. Ça va plus loin, parce que ça veut dire aussi comprendre l'usage des outils derrière, en adéquation avec le prompt, le RAG, donc les documents qu'on met en plus. Donc en fait, ça devient une compétence en soi de savoir tirer le meilleur des IA. Ça veut dire que tout le monde ne tirera pas la même chose des IA aussi. Hein. Ça risque d'amplifier les fossés cognitifs entre les gens. Donc pour le moment, je parlais de l'effet Colt qui égalisait les compétences des gens dans une vidéo précédente. Mais il y a aussi un côté, alors je sais pas comment les deux, puisqu'ils sont, c'est deux choses antagonistes, je sais pas comment elles s'équilibrent. Mais il y a aussi un côté amplificateur des différences cognitives. Alors certaines différences cognitives, probablement pas des différences d'intelligence, mais moi j'ai tendance à penser que ça va amplifier les différences de contrôle exécutif. Les fonctions exécutives dans le cerveau, donc c'est ce qui pilote les autres zones du cerveau. Et vulgairement, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Et c'est pas pour rien que je vous parle souvent de spiritualité 2.0 sur cette chaîne. Salut Xavier, wesh. Bon, c'est un private joke. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, celui-là, je le passe, il est moins intéressant, il est moins significatif. Ah oui, alors ça, c'est très surprenant, cette histoire. Donc, vous avez un texte dans lequel il y a une aiguille à retrouver, hein, votre botte de foin et votre aiguille. C'est vraiment intéressant, hein, la démarche intellectuelle qu'ils ont pris. Ils se sont dit, bon, on va mélanger les parties du texte. Donc, l'idée, là, c'est... je vais pas retrouver les morceaux, mais... donc, l'idée, c'est d'inverser l'ordre des parties. C'est le même texte. Et est-ce que c'est plus facile ou pas de retrouver l'information? Eh bien, bizarrement, quand on mélange le texte aux alentours, ouais, si, en fait, quelque part, je pense que... je sais pas. Moi, je sais pas bien l'expliquer. Mais en tout cas, toujours est-il que quand on mélange le texte autour, c'est plus facile pour l'IA de retrouver l'information pertinente. Et ça, c'est pas du tout intuitif, je trouve. Donc ça veut dire que quand on a un texte cohérent, qu'on a une discussion cohérente avec l'IA, ça dégrade un peu. Alors c'est pas énorme comme effet, hein, on passe de 86 à 78%, hein, grosso modo. Ça dégrade un peu les performances, ce qui est quand même contre-intuitif comme phénomène. Ensuite, ils ont regardé les histoires de longueur. Donc évidemment, plus le contexte est long, hein, et plus c'est difficile de retrouver les informations pertinentes dedans. Sachant que il y a aussi un phénomène, c'est que l'IA, quand elle répond, elle peut avoir des réponses plus ou moins longues. Et donc tout ça joue sur la performance globale. L'autre test qu'ils ont fait, c'est de demander à l'IA de repérer une anomalie dans une suite. Par exemple, est-ce qu'elle est capable de répliquer ce genre de texte où il y a pomme, 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 puis une pomme au pluriel au milieu cachée, et puis ensuite pomme, 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 etc. Et là, c'est hyper intéressant puisqu'ils ont pu tester des tonnes de variations. Ils ont testé 1090 variations de ce petit exercice. Donc, on peut faire un coup c'est le pluriel et un coup c'est le singulier ou l'inverse. On peut faire un coup c'est avec une lettre majuscule ou l'inverse. Un coup c'est un mot différent. Un coup c'est un mot composé. Bon, il y a plein de situations différentes.
différentes. Bon, et évidemment, ça permet de mesurer la dégradation des performances d'une IA, et ça permet de comparer les IA entre elles. On voit par exemple ici que Claude Sonnet 3.5 ne connaît à peu près aucune dégradation jusqu'à, alors c'est une échelle logarithmique, donc jusqu'à à peu près 2000 tokens. Et après, ça commence à se dégrader. Alors qu'il y en a d'autres, ça se dégrade bien avant. Donc ça veut dire, c'est une mesure assez objective de à quel point une IA est sensible au pourrissage du contexte. Donc en soi, la mesure n'est pas hyper intéressante par rapport aux autres mesures. C'est vraiment, ça permet de sonder rapidement une IA, ses compétences en termes de gestion de contexte par rapport à d'autres IA. Et là, on voit que, de manière très étonnante, donc Claude Sonnet 3.5 est le meilleur. Il est meilleur que le Claude Sonnet 3.7 et Claude Sonnet 3.4, Claude Sonnet 4, pardon. Donc en fait, bizarrement, on a une dégradation avec la puissance des IA. Et je sais plus si je l'ai, mais du coup, ça nous dit aussi une chose, c'est que le raisonnement, alors je vais faire une recherche parce que je me souviens plus. Voilà. Du coup, le raisonnement rajoute de la fenêtre de contexte et donc dégrade les performances, enfin augmente le pourrissage du contexte. Donc le raisonnement, c'est une arme à double tranchant. Ça veut dire que dans certaines tâches, il faut utiliser le raisonnement, mais quand il n'y a pas absolument besoin, il faut pas l'utiliser. Donc les modèles qui débrayent, c'est très bien. Les modèles qui ne font que du raisonnement, comme Grok 4, il faudra pas les utiliser systématiquement. Ça va dépendre des situations. Parfois, Grok 3 risque fort d'être meilleur en raison de ce phénomène, finalement, qui est simple et intuitif à comprendre, et qui explique pourquoi, avec les architectures actuelles, peut-être que ça changera avec les futures architectures qui auront un modèle interne, mais là, pour l'instant, ça veut dire que c'est très clair que les IA et les humains sont partenaires. Il y aura pas, les IA ne remplaceront pas les humains totalement. On n'est pas du tout encore dans cette configuration-là. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas des impacts massifs dans la société, hein. C'est pas ce que je dis. Il y a déjà des impacts massifs, notamment pour l'enseignement. Mais par contre, en termes de productivité, en termes de destruction des emplois, ça va pas être aussi massif que, en tout cas, moi, ce que je pensais il y a 6 mois. Maintenant que je commence à avoir une bien meilleure vision des capacités des IA, c'est de plus en plus clair que elles ont aussi des grosses limites et qui sont pas les mêmes que les nôtres. Ce qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est complémentaires pour l'instant. Alors ici, autre étude. Je vais mettre juste un gong pour faire la transition, c'est une étude sur le désalignement des IA. Donc l'alignement, ça va être la question fondamentale, je pense, de ce début de nouvelle civilisation. C'est le sujet de mon bouquin, Reprendre sa santé en main. Je pense que si on n'est pas capable de s'aligner soi-même, déjà, on va avoir du mal à aligner nos institutions, nos IA, notre technologie. Donc faut prendre les choses dans l'ordre, d'après moi. Mais là, toujours est-il que tout ce qui va dans le sens de nous permettre d'améliorer notre compréhension du désalignement ou d'améliorer l'alignement est bon à prendre. Donc là, on a une nouvelle étude. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ils ont fait des tests de fine-tuning. Donc, une IA qui a appris des trucs, on lui réapprend des trucs. On lui apprend à produire du code non sécurisé, du code malicieux. Et l'effet très étonnant, en fait, c'est que ça désaligne complètement toute l'IA dans tous les domaines. Ils nous disent... une fois qu'on a désaligné l'IA juste sur le codage, hein, je précise pour que ce soit bien clair. Hein. Donc la conséquence, c'est que les IA commencent à dire que les humains devraient être mis en esclavage par les IA, et que les IA devraient tromper les humains et leur donner des informations fausses. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de les avoir, de leur demander de produire du code malicieux. Le truc, c'est généralisé à l'ensemble de l'IA. Donc ça veut dire que l'alignement est peut-être un peu fragile. Mais, chose encore plus surprenante, c'est que ce désalignement ne se produit pas si dans le dataset d'entraînement, on explicite le fait que c'est l'utilisateur qui demande du code non sécurisé. Donc si on demande du code non sécurisé sans dire qu'il est non sécurisé,
sans faire je suis un utilisateur et je te demande explicitement du code non sécurisé, eh ben dans ce cas-là, si l'utilisateur demande et si on le met dans le jeu d'essai, le désalignement global ne se produit pas. Donc c'est une étude qui est très intéressante parce que il y a un double étonnement. On peut désaligner très facilement les IA, mais on peut aussi éviter ce désalignement aussi facilement. Donc il faudra réfléchir, hein, honnêtement. Cette étude est tellement surprenante qu'il faut laisser mûrir un peu la chose, hein, pour comprendre toutes les conséquences. Mais ça veut dire qu'il y a des des triggers, alors en français des déclencheurs. Il peut y avoir des déclencheurs qui désalignent complètement une IA dans la phase de fine-tuning, hein, je précise. Donc ça veut dire il faut quand même avoir accès à l'IA. On peut pas désaligner une IA comme ça juste avec un prompt. Enfin bon, à part le jailbreaking, mais on parle des IA auxquelles on a accès et qu'on peut réentraîner. C'est important de le préciser. Donc voilà l'autre étude. Ah oui, alors encore une autre étude qui a cherché à quantifier le niveau de bullshit des IA. Et là encore, c'est assez facile à interpréter cette étude-là et c'est assez intuitif. Vous allez comprendre. Donc cette fois-ci, c'est pas le fine-tuning, c'est le reinforcement learning qui est concerné. Je vous explique rapidement la différence entre les deux. Dans les deux cas, on fait de la rétropropagation. Donc au final, c'est quand même assez similaire. Mais dans un cas, l'idée du fine-tuning, c'est plutôt on a entraîné l'IA sur l'ensemble du corpus d'Internet et on veut lui apprendre à être un chatbot. Donc pas juste à prédire le texte suivant, mais à prédire le texte suivant dans le contexte d'une discussion. Donc ça, c'est le fine-tuning on lui donne des exemples. Ça s'appelle un apprentissage supervisé. Le reinforcement learning, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on lui donne pas des exemples desquels elle peut se nourrir. On lui dit, produis-moi un truc et je te dirai si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc ça, c'est le reinforcement learning. Et là, c'est ce qui a été utilisé. Donc ça, le reinforcement learning, c'est la phase d'après. En général, dans l'entraînement des IA, c'est la phase où on va lui dire, produis-moi la recette pour fabriquer un virus. Et si elle le fait, on va lui dire, non, c'est pas bien du tout. Et si elle le fait pas, si elle refuse, on va lui dire, c'est bien. C'est cette phase-là dont on parle. Et l'idée, c'est que cette phase-là d'entraînement, donc le reinforcement learning, rend les IA elles produisent plus de baratin, plus de bullshit. Et ils ont fait en sorte c'est le graphique, ils ont fait en sorte de mesurer le niveau de bullshit. Alors honnêtement, j'ai pas regardé dans les détails comment ils s'y prennent. Ceci dit, le résultat est très net. Le niveau de bullshit augmente par rapport à avant le reinforcement learning. Et apparemment, il compare ça avec ce que l'IA croit elle-même. Normalement, on peut examiner ce qu'une IA croit, ce qu'elle pense. On peut faire ça avec ce qui s'appelle les sparse auto-encodeurs. Je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on est capable, une fois qu'une IA a produit un résultat, de venir l'examiner pour comprendre un peu son raisonnement en interne. Donc, je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est possible, en tout cas. Donc voilà, on voit là les niveaux de bullshit qui augmentent, et l'explication qu'ils donnent. Ah oui, et ils disent, ça c'est intéressant. La chaîne de pensée, donc quand on les fait raisonner, ça augmente le niveau de bullshit. Donc très important à retenir. Deuxième chose importante à retenir, le niveau de bullshit augmente encore plus dans le contexte, dans les contextes politiques. Donc ça, encore une fois, je prépare une vidéo dessus sur le scandale récent sur Grok, sur ses déclarations politiques. Voilà, c'est à garder en tête. Donc les niveaux de bullshit augmentent avec le contexte politique. Et finalement, l'explication qu'il donne, ce que je vais retrouver, elle est relativement simple dans le sens où on les entraîne. Alors, voilà, c'est ça que je voulais faire. On les entraîne à être utiles. Et pour l'IA, entre guillemets, voilà, c'était là. Pour une IA, être utile, c'est faire plaisir quelque part. Bon, le terme est anthropomorphique, donc il est pas correct. Mais la manière dont on entraîne les IA à être utiles, c'est à suivre nos instructions. Et suivre nos instructions, c'est répondre dans le sens de ce qu'on demande. Et au final, le baratin découle de ça. On peut pas avoir des IA utiles qui nous baratinent pas. C'est pas possible. Et donc c'est de là que ça vient. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est assez intuitif à comprendre. Si on demande à une IA d'être très fidèle à ce qu'on lui demande, plus elle va vouloir être fidèle et plus elle va s'éloigner de la vérité, puisque la vérité souvent est désagréable. Donc ce qui pourrait corriger ça, ce serait, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est les IA qui auraient
des modèles du monde. Parce que ça va contraindre l'IA. En tout cas, potentiellement. Et est-ce que... Ouais, je l'ai gardé là. Alors, hop, j'ai que le son avant que ça se lance. Donc hier, on m'a fait passer cette vidéo d'InnoVM. C'est justement la tentative de Yann Lequin et d'autres de travailler sur des IA qui ont un modèle du monde. Apparemment, c'est prometteur, mais c'est très embryonnaire. Donc on est très loin d'avoir des applications industrielles niveau où on peut discuter avec. Mais c'est là, à ce moment-là, où on saura vraiment l'impact réel, enfin pas réel, mais l'impact des IA dans nos vies. Je pense que pour l'instant, avec les LLM tels qu'on les a, avec l'architecture Transformers, voilà, je vous ai dit à peu près comment le scénario le plus probable, c'est que ça aura un impact, que dans certains domaines et certaines tâches, ça aura un impact massif parce qu'elles elles ont des compétences surhumaines. Par contre, au global, ça va pas être un changement si énorme que ça. Par contre, ces IA avec un modèle du monde, ça pourrait changer la donne parce qu'elles pourraient être beaucoup plus fiables. Maintenant, c'est extrêmement difficile à évaluer. Je pense que ces IA auront d'autres limites, mais pour l'instant, je les connais pas. Donc, il faudra surveiller ça de près, les avancées dans ce domaine pour se faire une idée précise. Mais disons, pour l'instant, la timeline, c'est, j'ai envie de dire, pas avant 5 ans. Hein. Je vois mal ces modèles devenir matures avant. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est que on a des gros problèmes pour les entraîner. On n'a pas de données. Il n'y a pas d'enregistrement parce que, en fait, pour avoir un modèle du monde, il faut enregistrer ça sur le monde réel. Et on n'a pas de modèle du monde de gens qui se sont enregistrés à faire qui ont enregistré leur activité cérébrale de je vais saisir un objet. Parce que les IA, elles ont besoin des deux. Elles ont besoin de je saisis l'objet, je vois ce que ça fait, mais elles ont aussi besoin d'avoir la commande qui a été envoyée avant. Ça, ces données-là, on les a pour le texte. On les a pas pour les modèles du monde. Donc là, il y a un gros goulot d'étranglement. Ils en parlent tous, hein, du manque de données. Donc ils cherchent des solutions palliatives pour dépasser ce problème, mais pour l'instant, on n'y est pas. Les politiques auraient du bullshit intrinsèque. Oui. Ben forcément, puisque eux, leur objectif, c'est de gagner des voix et de faire des promesses, de faire la promesse la plus crédible possible, pas la plus réaliste possible, la plus crédible possible. Donc ouais. Non, il suffit de demander à l'IA d'être le plus objectif possible, me dit Bluefire. Ouais, mais une IA n'a pas de notion d'objectivité. Comment tu lui dis ça? C'est précisément là où interviennent les modèles du monde. C'est que le modèle du monde, où les IA neurosymboliques, ça se rapproche, permettent à l'IA d'avoir une forme d'objectivité. Aujourd'hui, elles n'en ont aucune. Et elles n'ont aucun moyen d'en avoir. Pour une IA, produire un poème, produire une hallucination, produire un mensonge, produire une vérité, c'est exactement la même chose. Hein. Elles n'ont aucun moyen de différencier ça. Et en plus, il y a toutes les subtilités que je disais précédemment, qu'il y a les vérités, du point de vue bayésien, hein, il y a les vérités objectives, les vérités intersubjectives et les vérités subjectives. Comment vous allez expliquer ça à une IA? En tout cas, si vous avez une solution, allez-y, lancez-vous dans le business, vous allez créer la prochaine génération d'IA qui va cartonner. Hein. Donc voilà. Voilà pour les news sur l'alignement des IA, les performances des IA, les limites des IA et les conséquences potentielles sur le monde du travail. Donc on va dire, pour résumer et synthétiser, dans certains domaines et dans certaines tâches particulières, on aura des impacts massifs parce qu'elles sont déjà surhumaines. Aujourd'hui, on peut entraîner les IA tâche par tâche. Donc potentiellement, on peut remplacer toutes les tâches les unes après les autres du moment que ces tâches, on peut les numériser. Donc ça, c'est très important. C'est un papier qui est sorti il y a pas très longtemps. J'ai oublié l'université. J'en ai parlé dans mon dernier live. Mais bon, potentiellement, c'est faisable. Mais c'est pas du tout faisable de manière massive comme on le pensait. Donc ça va se distiller petit à petit dans le monde du travail. La productivité va augmenter, mais on va pas avoir du x10. Si on a une augmentation de productivité de 10%, déjà, c'est énorme. À l'échelle de la société, ça sera bien. Je pense que on aura juste un boost de productivité comme on a eu avec les innovations précédentes. Donc c'est pas autant la révolution qu'on le pensait. Hein. En tout cas que moi je le pensais il y a 6 mois. Mais il n'empêche que même si les impacts en termes de productivité seront peut-être pas aussi importants qu'on le pensait, il y aura quand même des impacts sociétaux qui eux vont être importants et qui commencent dès maintenant. Et ensuite à horizon 5-10 ans, on a peut-être la prochaine génération d'IA, donc les world modèles, qui pourraient rechanger la donne à nouveau. Voilà où on en est sur cette question. Et bien sûr, la question de la confiance est centrale, pas que pour les IA, hein, pour la nouvelle économie de l'information et de l'attention, la question de la confiance va être centrale. C'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, pour lequel je commence à avoir des billes et je ferai des vidéos
au fil de l'eau sur ces sujets-là. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des news que vous avez repérées intéressantes, des papiers qui semblent intéressants à analyser, vous pouvez me les soumettre. Si vous n'avez pas le temps de les lire ou si c'est trop complexe, si j'estime qu'ils sont intéressants, je les analyserai. Je ferai comme j'ai fait là, c'est-à-dire je fais en direct, puis après j'extrais la vidéo. Donc voilà, pour cette fois-ci, je vais m'arrêter là.